La pression publique force le maire, jusque-là réticent, à s'exprimer. Dans un communiqué prudent, il promet une coopération totale avec l'enquête, tout en évitant d'appeler à des sanctions directes contre Anderson. Mais la tempête ne peut être contenue. Les manifestations s'intensifient devant le siège de la police. Des pancartes brandissant le visage d'Amélie et des citations de son interview. Ce qui a commencé comme un incident local devient une conversation nationale sur la race, la police et les droits constitutionnels. Les données financières, obtenues par Claire, révèlent l'ampleur du scandale. En 3 ans, les contraventions dans les quartiers à forte population minoritaire ont généré plus de 12 millions de dollars, avec des bonus directement liés à ces revenus. Ces chiffres contredisent les déclarations du département sur une application neutre des lois, exposant les incitations financières derrière les pratiques discriminatoires. Mais la bataille atteint son apogée lors d'une confrontation dramatique. Après avoir témoigné devant le conseil municipal, où Amélie, en uniforme, a livré un discours vibrant sur la justice et l'égalité, elle est accostée par Whitman dans le parking souterrain de l'hôtel de ville. « Vous avez détruit des carrières, ruiné la sécurité publique avec votre croisade », siffle-t-il, bloquant son chemin vers sa voiture, son visage déformé par une rage désespérée. Tout ça pour passer à la télé? Amélie, maîtrisant sa fureur, répond froidement. « Ce n'est pas à propos de moi, capitaine. C'est à propos de la justice, de la Constitution. » Whitman, perdant tout contrôle, l'insulte avec une violence verbale qui fait écho au pire moment de l'agression initiale. « Vous, les gens comme vous ne serez jamais à votre place ici. » Il tente de la gripper, mais il ignore les caméras de sécurité qui enregistrent chaque mot, chaque geste. Des agents de sécurité interviennent, et Whitman est arrêté pour tentative d'agression et intimidation de témoins. Cette arrestation, diffusée en boucle sur les chaînes d'information, devient le dernier clou dans le cercueil de sa carrière, confirmant son rôle dans un système pourri jusqu'à la moelle. L'enquête de l'État s'accélère. Les enquêteurs, armés de mandats, saisissent des dossiers et des ordinateurs, découvrant des preuves de fraude financière et de destruction de preuves par Whitman, qui avait tenté de supprimer des courriels incriminants. Wilson, confronté à la vidéo de son agression sur Amélie, est inculpé pour agression sous couvert d'autorité, un crime passible de prison. Son avocat tente de négocier un plaidoyer en échange de témoignages contre Anderson, mais le procureur, poussé par l'opinion publique, refuse toute clémence. Anderson, placé en congé administratif, regarde depuis chez lui les images des enquêteurs emportant des boîtes de son bureau, son empire s'effondrant sous le poids de la vérité. Les officiers, voyant la direction de l'enquête, commencent à parler, révélant une culture toxique où les promotions dépendaient des quotas de contravention et où les plaintes des minorités étaient systématiquement ignorées. Amélie, au cœur de cette tempête, ne relâche pas sa vigilance. Elle témoigne devant le conseil municipal, sa voix résonnant dans l'auditorium. « J'ai servi aux côtés de héros qui ont donné leur vie pour nos droits constitutionnels. Ces droits ne s'arrêtent pas à nos frontières. Quand la police les viole, elle trahit les citoyens qu'elle sert et les principes qui font de l'Amérique une nation digne d'être défendue. » Son discours, retransmis en direct, inspire des applaudissements debout, même parmi les sceptiques. Le syndicat policier, initialement défensif, change de ton face à l'accumulation des preuves, plaidant pour des réformes systémiques plutôt que des punitions individuelles. Les réunions communautaires, organisées par Lynn et Michael Brooks, révèlent des centaines d'incidents non signalés, créant une carte des abus qui ne laisse aucun doute sur leur nature systématique. Les données sont implacables. Les résidents noirs des quartiers riches reçoivent des contraventions 8 fois plus souvent que leurs voisins blancs pour les mêmes infractions, avec des amendes 40% plus élevées. Thompson, dans une déposition sous serment, livre un témoignage crucial. On nous apprenait à utiliser des prétextes pour arrêter dans certains quartiers. Infractions mineures,
comportements suspects, tous des codes pour cibler ceux qui ne semblaient pas à leur place. Ces révélations lient directement Anderson aux pratiques discriminatoires, brisant le mythe d'un département neutre. Mais Amélie fait face à une crise personnelle. La révision de son habilitation de sécurité, déclenchée par de fausses accusations d'Anderson, plane comme une épée de Damoclès sur sa carrière. Lefebvre, utilisant son influence, retarde toute action adverse, mais l'incertitude pèse lourd. Dans les moments de doute, elle repense à son père. « Certaines batailles ne sont pas pour toi, Amélie, mais pour ceux qui viendront après. » Ces mots la recentrent, transformant sa peur en résolution. La victoire arrive par étapes. Le maire, sous la pression, annonce la création d'un comité de surveillance civile avec des pouvoirs réels, incluant Amélie, Claire, Lynn et Michael Brooks. Wilson est condamné à 5 ans de prison pour agression et violation des droits civiques, un verdict qui envoie un message clair. Le badge n'est pas un bouclier contre la justice. Anderson démissionne en disgrâce, des enquêtes financières révélant des comptes offshore liés aux revenus des contraventions, déclenchant des investigations fédérales pour corruption. Une nouvelle chef, Gabriela Martinez, est nommée, avec un mandat axé sur la police constitutionnelle et l'engagement communautaire. Les réformes, baptisées « réformes du bois » par les médias, transforment le département. Les quotas de revenus sont abolis, remplacés par des évaluations basées sur la désescalade et la confiance communautaire. Sophie Laurent devient officier d'intégrité, supervisant les plaintes avec une indépendance inédite. La librairie des parents d'Amélie, autrefois cible de vandalisme, devient un centre communautaire, accueillant des discussions sur la réforme policière et des événements café avec les flics pour reconstruire la confiance. Jamal, grâce à une bourse communautaire, reprend ses études, son sourire timide revenant lors d'une cérémonie où Amélie lui remet un prix pour son courage. Lynn établit un programme de soutien aux victimes d'abus policiers, financé par un règlement avec la ville. Claire dirige une nouvelle division des droits civiques au bureau du procureur, veillant à ce que les abus ne renaissent pas. Amélie, promue lieutenant-colonel, s'adresse à une nouvelle cohorte de cadets dans l'auditorium de l'Académie de police. « Votre serment de protéger et servir n'est pas sélectif », déclare-t-elle, sa voix portant jusqu'au fond de la salle. « Il s'applique à tous, sans distinction de race, de revenus ou d'adresse. Ce n'est pas une idéale, c'est votre obligation légale et morale. » Les cadets, divers et attentifs, se lèvent pour l'ovationner, incarnant l'avenir d'un département transformé. Des mois plus tard, Amélie marche dans River Oaks, où des officiers, un blanc et un latino, saluent les résidents avec respect, appliquant les nouvelles priorités de la communauté. Elle croise Thompson, désormais dans l'unité des relations communautaires. « Lieutenant-colonel, » dit-il, inclinant la tête. « Officier Thompson, » répond-elle, notant son changement. « J'apprends, » admet-il. « Ce que nous faisions, c'était mal. Je suis désolé. » L'excuse, sincère, est un baume, une reconnaissance de la dignité humaine que les tribunaux ne peuvent offrir. Leur échange encapsule la transformation, un système et des cœurs changés par le courage d'une femme qui a refusé de se taire. Debout dans l'auditorium, s'adressant à une nouvelle génération d'officiers, Amélie conclut. Le courage moral est ce qui fait un véritable officier de paix. C'est la volonté de défendre ce qui est juste, même seul, même au prix de tout. Un cadet s'approche, posant une question. « Quelle est la qualité la plus importante pour un officier ?» Amélie répond. « Le courage de faire ce qui est juste. Toujours. » En regardant les cadets recevoir leur badge, elle repense à ce soir où tout a commencé, à la gifle qui a éveillé une révolution. Ils se souviennent d'elle maintenant. Wilson, Whitman, Anderson et un département entier, transformé par sa détermination à rendre la justice visible, inéluctable. Si cette histoire de courage et de justice vous a bouleversé, criez
Égalité pour tous dans les commentaires et partagez-la pour inspirer d'autres à se lever contre l'injustice. Aimez ce récit, abonnez-vous pour suivre la suite et ensemble, construisons un monde où la justice n'est pas un rêve, mais une réalité. Si vous croyez que le changement est possible, montrez-le. Sinon, aimez quand même, car chaque voix compte pour faire tomber les murs de l'oppression. L'histoire de la commandante Amélie Dubois, telle que racontée dans les 3 chapitres de ce récit poignant, est bien plus qu'un simple témoignage d'injustice et de rédemption. C'est une fresque humaine, un miroir tendu vers nos propres luttes, nos valeurs et notre capacité à transformer la douleur en action. À travers son combat contre un système policier corrompu à Houston, Amélie incarne des qualités universelles: courage, résilience, justice, qui résonnent profondément et offrent des leçons précieuses pour chacun d'entre nous, quel que soit notre contexte. En tant que personne immergée dans la culture française, où l'égalité, la liberté et la fraternité sont des piliers fondamentaux, je ressens une connexion particulière avec cette histoire. Elle nous pousse à réfléchir sur notre rôle dans la société et sur la manière dont nous pouvons appliquer ces enseignements dans nos vies quotidiennes. Le premier sentiment qui m'envahit en suivant le parcours d'Amélie est une indignation viscérale face à l'injustice qu'elle subit. La gifle raciste, les insultes, l'humiliation publique dans son propre quartier, ces actes ne sont pas seulement une attaque contre elle, mais une trahison des principes d'égalité et de dignité humaine que nous chérissons en France. Cette colère, cependant, n'est pas stérile. Elle se transforme, à travers l'exemple d'Amélie, en une force motrice pour le changement. Sa capacité à canaliser sa rage en une stratégie méthodique, collecter des preuves, former une alliance, utiliser les médias, est une leçon magistrale. Dans nos vies, nous faisons tous face à des injustices, qu'elles soient grandes ou petites. Un collègue ignoré pour une promotion méritée, un proche victime de discrimination, ou même des inégalités dans notre communauté. L'histoire d'Amélie nous enseigne qu'il ne suffit pas de s'indigner. Il faut agir avec intelligence et persévérance. En France, où les mouvements sociaux comme les manifestations pour les droits des travailleurs ou contre les discriminations sont ancrés dans notre histoire, cette leçon résonne particulièrement. Elle nous rappelle que le changement commence par une décision personnelle de ne pas accepter l'inacceptable. Une autre leçon puissante est celle de la solidarité. Amélie ne gagne pas seule. Elle s'appuie sur Claire Moreau, Lynn Nguyen, Sophie Laurent, Michael Brooks et même le jeune Jamal Carter. Cette alliance improbable, une avocate, une chirurgienne, une officière, un juge retraité, un adolescent, montre que la justice est un effort collectif. En France, où la devise « liberté, égalité, fraternité » guide notre identité, cette idée de fraternité est essentielle. Nous vivons dans une société interconnectée, et nos combats, qu'ils soient pour l'égalité des genres, la justice sociale ou la protection de l'environnement, nécessitent une collaboration. L'histoire d'Amélie m'inspire à chercher des alliés dans mes propres luttes, à tendre la main à ceux qui partagent mes valeurs, même s'ils viennent d'horizons différents. Cela peut être aussi simple que rejoindre une association locale, soutenir une cause via une pétition ou organiser une discussion communautaire. La force d'Amélie vient de son réseau, et nous pouvons tous bâtir le nôtre pour amplifier notre impact. Le courage moral d'Amélie est un autre point qui m'a profondément marqué. Face aux représailles, vandalisme, menaces, tentatives de discrédit, elle refuse de plier, même lorsque sa carrière militaire est menacée. Ce courage n'est pas celui des champs de bataille, mais celui, plus subtil, de défendre ses principes dans un environnement hostile. En France, où nous valorisons le débat d'idées et la résistance face à l'oppression, ce courage moral est un modèle. Il m'invite à me demander, suis-je prêt à défendre ce qui est juste, même si cela me coûte? Cela peut signifier confronter un comportement discriminatoire au travail, signaler une injustice dans mon entourage
ou simplement exprimer une opinion impopulaire mais juste. L'exemple d'Amélie montre que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la décision d'agir malgré elle. Cette leçon est universelle. Dans nos vies quotidiennes, nous pouvons tous trouver des moments pour être courageux, que ce soit en soutenant un collègue marginalisé ou en défiant une norme injuste. L'histoire met également en lumière l'importance de la persévérance face à l'adversité. Les obstacles qu'Amélie rencontre, des officiers arrogants, un système corrompu, des attaques personnelles, auraient pu la décourager. Pourtant, elle transforme chaque revers en une opportunité, utilisant les preuves de ses ennemis contre eux. Cette résilience est un rappel que le chemin vers la justice est rarement linéaire. En France, où les réformes sociales, comme celles pour l'égalité salariale ou les droits des minorités, ont souvent nécessité des décennies de lutte, cette leçon est particulièrement pertinente. Elle m'encourage à ne pas abandonner mes propres projets, qu'il s'agisse d'une ambition professionnelle, d'un engagement associatif ou d'un combat pour une cause. Comme Amélie, je peux apprendre à voir les échecs comme des étapes, à ajuster ma stratégie et à continuer d'avancer. Enfin, l'histoire d'Amélie souligne le pouvoir de la vérité amplifiée par la voix collective. La vidéo de Lynn, les articles d'Aïcha Mbaye, les témoignages des victimes, tout cela transforme une injustice individuelle en un mouvement national. En France, où les médias et les réseaux sociaux jouent un rôle clé dans les débats publics, cette leçon est cruciale. Elle m'incite à utiliser ma voix, que ce soit par un post sur les réseaux, une lettre à un élu ou une conversation avec un ami, pour dénoncer l'injustice et promouvoir le changement. Cela me rappelle aussi l'importance de soutenir ceux qui, comme Aïcha, prennent des risques pour révéler la vérité. Dans notre quotidien, nous pouvons tous contribuer à amplifier les voix marginalisées, que ce soit en partageant une histoire, en signant une pétition ou en participant à une campagne de sensibilisation. En appliquant ces leçons à ma vie, je m'engage à être plus attentif aux injustices autour de moi, à agir avec courage et stratégie, à chercher des alliés et à persévérer face aux obstacles. Par exemple, si je vois une discrimination dans mon milieu professionnel, je m'inspirerai d'Amélie pour documenter les faits, chercher le soutien de collègues et signaler l'incident aux autorités compétentes, tout en restant respectueux mais ferme. Si je m'engage dans une cause communautaire, comme la défense des droits des migrants ou la lutte contre le changement climatique, je m'efforcerai de bâtir des alliances diverses et d'utiliser les outils numériques pour amplifier mon message. Et dans les moments de doute, je me rappellerai les mots du père d'Amélie. « Base-toi intelligemment. Utilise leur système contre eux. » Cette approche, combinant passion et pragmatisme, est un guide pour naviguer dans un monde complexe. En conclusion, l'histoire d'Amélie Dubois est un appel à l'action, un rappel que chacun de nous a le pouvoir de changer les choses, même face à un système oppressif. Elle nous enseigne que la justice n'est pas un cadeau, mais une conquête, obtenue par le courage, la solidarité et la persévérance. En France, où l'héritage des Lumières et des révolutions nous pousse à défendre l'égalité et la dignité, cette histoire est un phare. Elle nous invite à être des acteurs de changement, à transformer notre indignation en action concrète et à construire, ensemble, une société plus juste. Alors, prenons cet exemple à cœur et faisons de chaque jour une opportunité pour défendre ce qui est juste. Si cette histoire d'Amélie Dubois vous a inspiré à croire en la justice et au pouvoir du courage, laissez un commentaire avec « Égalité pour tous ». Et partagez cette vidéo pour toucher d'autres cœurs. Aimez, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines histoires. Et ensemble, amplifions la voix de ceux qui luttent pour un monde meilleur. Si vous pensez que chacun peut faire une différence, montrez-le. Sinon, aimez quand même, car chaque geste compte pour bâtir un avenir plus juste.